11 juin 2015, Mistral TV s'est rendu dans les locaux de l'association Coup de pouce pour recueillir le témoignage de Mohamed Saïdi, un homme qui a décidé d'entamer une grève de la faim depuis le 22 mai. Le jour du tournage, M. Saïdi en était à la 23e journée de privation de nourriture. Il revendique des droits et une injustice, et pour cela, il compte bien se faire entendre. Alors bonjour monsieur, donc nous sommes ici présents avec vous pour vous nous expliquer votre parcours universitaire, mais aussi votre combat, puisque vous réalisez en ce moment même une grève de la faim. Donc ça fait maintenant 23 jours que vous n'avez pas mangé. Donc expliquez-nous un peu votre parcours. Oui. Alors je suis titulaire d'un doctorat en droit, obtenu en 99 à Lyon 3, d'un DEA en sciences politiques en 1991 obtenu à l'IEP d'Aix-en-Provence, et en même temps d'une maîtrise en sciences économiques obtenue à Aix-Marseille 2 en 1986. J'ai toujours travaillé, j'ai essayé d'intégrer le domaine de la recherche et de l'enseignement. J'ai travaillé au sein de l'ERIMAM d'Aix-en-Provence de 92 à 96, mais sans obtenir une validation, c'est-à-dire sans intégrer le CNRS ni cette institution de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Et j'ai travaillé aussi en tant que conférencier et visiteur auprès de CHIAM, le Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie moderne, c'est un centre affilié directement au Premier ministre, qui a disparu depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir. Et j'ai travaillé pour l'ADRI, l'Agence de développement interculturel. J'ai fait des conférences sur la sociologie de l'immigration, sur la problématique de l'islam de France, et en même temps sur le droit des étrangers, ses incidences, le droit de la nationalité et leurs incidences sur l'état civil. Ces formations ont été destinées aux collectivités territoriales et en même temps d'une mise à niveau du corps dans les cours d'appel et autres. Donc, j'ai travaillé pour le CNFPT, le Conseil national de la formation professionnelle territoriale. Mais le problème, c'est que j'ai jamais eu un statut correspondant à mes compétences. J'ai bien entendu, depuis 2003, j'ai dirigé une régie de quartier à Valence. Après, j'ai intégré aussi une association de traducteurs d'urgence. Donc, je travaillais pour le ministère de la Justice en faisant des notifications de droit. Mais le problème de ce travail-là, c'est qu'il ne me procure pas un revenu régulier, puisque le ministère de la Justice me payait entre 8 et 12 mois. Et voilà. Donc, après, j'ai essayé de créer mon entreprise en 2012, de consulting. C'est pour aider les entreprises en difficulté, en même temps les particuliers qui ont des litiges qui ne dépendent pas d'un avocat. Donc pour écrire des conclusions, pour créer des assignations, en même temps pour aider dans les démarches administratives face à l'administration, que ce soit le RSI, que ce soit l'URSSAF et autres. Mais le problème, que cette entreprise n'a pas pu avoir un revenu régulier, et j'ai déposé le bilan en 2015. D'accord. Voilà. Donc les difficultés se sont accumulées, conjuguées avec d'autres difficultés, d'autres personnels, la perte de mes parents, la perte de mon frère, mon jeune frère. Tout ça, ça a exacerbé ma tristesse et ma souffrance. Et séparation, divorce, c'est ça qui a fait déborder le vase, et le désespoir a atteint un niveau terrible, et j'ai passé à l'acte. Mais mon combat, elle s'inscrit aussi, c'est un combat d'honneur, de trouver ma place. Je trouve que je revendique un droit élémentaire, tout en sachant que tous mes collègues de ma promotion de formation, ceux qui ont partagé avec moi la formation en sciences politiques ou en droit, ils ont tous eu des postes d'enseignants ou de chercheurs au sein du CNRS. D'autres personnes qui ont des formations à l'étranger, qui sont étrangers, qui
qui ne maîtrisent même pas le français et qui ont réussi à avoir des vacations au sein des universités, que ce soit à Aix-en-Provence ou à Lyon, et qui, malgré leur affiliation à des organisations extrémistes, c'est-à-dire des gens qui sont des barbus, disons le mot, et qui ont de surcroît une formation qui n'est pas française, c'est-à-dire leurs diplômes ne sont pas issus de la France, et ils sont toujours sollicités auprès des plateaux de télé, au sein des universités, et moi je suis complètement écarté et exclu. Malgré tous les efforts, toutes les années, je fais ma demande, bien entendu, auprès du CNU, le Conseil national des universités, mais sans résultat, vainement, en vain. Voilà, tout ça, ça a créé un climat de désespoir terrible et ça m'a fait, c'est-à-dire, j'ai passé à l'acte. Donc, cette grève de la faim s'inscrit après une lutte qui a duré quand même 20 années. Et vous en voulez à qui, personnellement? Vous en voulez pas forcément à quelqu'un précisément, mais pourquoi passer ce message d'alerte maintenant? Maintenant, parce que j'ai essayé par tous les moyens toutes les années, je nourrissais l'espoir de m'en sortir en faisant mes demandes, et il y a bien entendu des promesses de part et d'autre, des amis, des réseaux, et toutes les années, je nourris l'espoir d'accéder à ma demande. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, l'accumulation des problèmes, c'est-à-dire les échecs de trouver ma place au niveau professionnel, et en même temps conjugué avec des difficultés personnelles, divorce, décès, tout ça, ça a créé un désespoir profond. Alors pourquoi s'installer dans l'association Coup de pouce pour votre grève de la faim? Alors Coup de pouce, c'est une affinité de destin, parce que Coup de pouce, c'est une association qui est exclue elle-même. Elle a subi des difficultés avec l'ancienne mairie de Valence, sous les socialistes, parce qu'elle a eu un litige sur le local. Donc elle est expulsée et maintenant elle assure son travail envers une population en difficulté, exclue, en grande difficulté quotidienne, qui ont des problèmes administratifs, qui ont des problèmes judiciaires. Donc elle assure son objectif dans un local privé, dans le local privé de sa fondatrice. Donc elle subit l'exclusion. On subit tous les deux, c'est-à-dire cette association, elle subit une exclusion. Vous vous sentez lié du coup? Oui, c'est une communauté de destin. D'accord. C'est une communauté de destin qui nous fait rapprocher. Moi, je subis une exclusion de fait, et l'association, elle aussi, elle subit une exclusion de fait. Et malgré une population relativement nombreuse qui vient solliciter l'association, moi-même, j'ai effectué des interventions pour faciliter quelques problèmes, parce qu'avec ma connaissance juridique et administrative, je suis sollicité par cette association, et l'association a bien voulu m'accueillir, m'offrir l'hospitalité et soutenir mon combat. C'est pour ça que je suis là. Votre combat, vous n'avez pas peur que c'est un combat déjà perdu? Parce que vu la conjoncture actuelle et votre âge, comment est-ce que vous pensez repartir dans la société et faire l'emploi que vous avez toujours voulu faire? Oui, depuis le départ, j'en suis conscient dans un contexte de chômage massif, et en même temps, compte tenu de mon âge, 55 ans, ça peut paraître un petit peu déplacé, mon action, mais j'en étais conscient dès le départ. Mais le problème n'est pas là. Le problème, moi, je crois profondément, quand on a un droit dans une société démocratique qui se prétend être démocratique, donc le minimum des droits, c'est d'assurer à chacun, surtout quand qu'est-ce qu'on raconte aux jeunes? Formez-vous, faites des diplômes, comme ça on vous intègre. Moi, c'est l'exemple parfait que, après une galère de 20 ans, tout ce qu'on raconte au niveau du chômage actuel, que les gens ne fréquentent pas l'école, que l'école permet en quelque sorte l'accès à un emploi digne et en même temps confortable, toute cette histoire-là ne marche pas.
actuellement, on fait une attaque massive contre les chômeurs parce qu'ils n'arrivent pas à traiter le problème du chômage. Tout ce qu'on raconte aux gens actuellement, c'est-à-dire la persécution dont sont victimes les chômeurs, ne sont pas justifiés parce que le système ne marche pas. Et tout ce qu'on raconte au niveau, c'est-à-dire aux gens qui n'ont pas de travail, ne correspondent pas. Il y a une deuxième contradiction. La deuxième contradiction, c'est que pourquoi on ouvre les portes à des gens qui sont supposés contre la République? Comment peut-on livrer les universités françaises ou l'opinion publique à travers les plateaux de télé à des barbus qui véhiculent des pensées complètement extrémistes et contre la laïcité, contre les valeurs qui fondent la République? Comment peut-on comprendre tout ça? Moi qui est élevé par les institutions républicaines, et que je suis républicain, profondément républicain et convaincu, il y a quand même un problème. Que je sois exclu et les autres qui sont affiliés à Qatar et l'Arabie Saoudite ou à des royaumes, le royaume marocain, ils sont complètement intégrés dans des universités et dans des centres de recherche. Tout ça m'incite à continuer mon combat parce que je ne comprends pas que ce soit l'idée le contexte du chômage massif ou que ce soit l'âge ne peut pas justifier tous ces dysfonctionnements. Donc vous criez à l'injustice du système, mais que pourrait faire le système justement pour améliorer ce problème, pour vous? Le système, justement, il faut qu'il soit clair. Parce que depuis 30 ans, on a déplacé les problèmes sociaux et économiques en problèmes identitaires. Et justement, maintenant, on joue sur l'identité religieuse, l'identité ethnique, cette guerre de lieux tellement redoutée par Max Weber. Ils sont en train d'utiliser sciemment, d'une façon vraiment consciente et voulue, le problème identitaire pour camoufler leur échec sur le plan socio-économique. Voilà, c'est un cri d'alarme contre les décideurs de ce pays. Et vous pensez que d'autres personnes sont dans votre situation ? Je crois profondément qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ma situation et personne donc dans son coin, ils ne sont pas organisés et les gens actuellement ils sont frappés par une résignation inexplicable parce qu'on leur présente les choses comme si ils sont seuls, ils sont complètement isolés et ils n'arrivent pas à provoquer une réaction de dignité contre ce système injuste et inique. Moi, je voulais revenir sur un fait. Donc, une fois que vous êtes sorti de l'école, donc vous avez été nommé, vous avez eu des superbes mentions. Personne n'est venu vous chercher et vous dire viens dans mon entreprise. Moi, je pourrais trouver un emploi. Personne n'a jamais fait ça. Non, personne n'est cherché. Moi-même, je suis allé parce que je vous ai cité que je suis pas un chômeur. J'ai toujours essayé de m'en sortir comme je pouvais. Donc, j'ai travaillé directeur d'une régie de quartier, comme je vous ai dit. J'ai fait des formations que je vous ai pas citées tout à l'heure, formations supplémentaires dans d'autres domaines qui ne correspondent pas à mes qualifications de départ. En même temps, j'ai fait le traducteur-interprète. Jusqu'à maintenant, je le fais, le traducteur-interprète auprès du ministère de la Justice. J'ai essayé de monter ma propre entreprise. Donc, je me suis pas résigné, j'étais pas inactif. J'ai essayé de m'en sortir. Mais le problème, c'est que toujours, on sous-emploie avec une précarité accrue et des difficultés qui ne correspondent pas. Normalement, je dois pas connaître ces difficultés. Donc le travail, c'est la dignité, on en parlait tout à l'heure. En ne vous proposant pas de travail, on vous a enlevé votre dignité. On vous a promis d'avoir cet emploi, des emplois. Vous avez travaillé dur pour ça et on vous a rien donné. Vous avez un message à faire passer pour la génération future en leur disant j'ai travaillé et j'ai eu beaucoup de diplômes, des formations, mais je n'ai rien eu par la société parce qu'elle n'a rien voulu me donner. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça ? Oui. Donc la dignité, vous avez raison, la dignité est liée à mon combat, est intrinsèquement liée à mon combat. Ce combat, il s'inscrit justement pour les générations futures, parce que les générations, moi je suis vraiment affligé par tout ce qu'on offre
comme désespoir à la jeune génération. La jeune génération est victime d'un système qui ne dit pas son nom. Au même temps, précarisation, c'est devenu le synonyme de l'espoir pour les nouvelles générations. Mon combat, il s'inscrit exactement, c'est dans le même sens de l'espoir grec, l'espoir espagnol à travers Podemos et Syriza. C'est un espoir que des gens se lèvent et refusent la résiliation à un système qui est basé sur l'exclusion. Normalement, actuellement, la production des richesses sur l'échelle mondiale permet réellement d'offrir aux jeunes générations un avenir meilleur que le nôtre. Mais moi, j'étais naïf comme tout le monde, j'ai cru qu'en faisant un cursus très élevé, je peux accéder facilement à un emploi digne. Or, non seulement j'ai fait mes études sans bourse, sans aide de personne, donc j'ai effectué des petits travaux de restauration, de travail saisonnier, un dur labeur pour arriver où j'en suis actuellement. Mais malgré ce cursus, malgré des mentions plus qu'honorable. Oui, plus qu'honorable, parce que, par exemple, la thèse m'a été décernée avec une mention très honorable, avec félicitations du jury et promesse de publication. J'ai essayé d'intégrer des centres de recherche, mais j'ai pas réussi. Alors, je m'explique pas, je n'arrive pas à m'expliquer, ni moi, ni mes proches qui m'ont connu, qui m'ont toujours connu. Et que je vous ai dit que j'ai toujours nourri toutes les années, en faisant mes demandes et mes recherches d'emploi, je nourrissais l'espoir d'être accepté et d'avoir ma place. Or, toutes les années, je suis déçu et je recommence. C'est le mythe de Sisyphe. Toujours, je monte le rocher jusqu'en haut pour que ça se dégringole et je recommence le travail. C'est un Sisyphe moderne. J'espère que les générations futures n'auront pas ça. Mais il faut insister là-dessus. La dignité ne s'acquiert pas par des espoirs comme je l'ai fait moi, mais par le refus de la résiliation, par l'action positive. Mon action, elle est inscrite dans une action positive. Parce que voilà, c'est pour ça que je veux communiquer et en même temps lier mon destin au destin des générations futures. Et physiquement, donc ça fait 23 jours maintenant que vous êtes en grève de la faim. Comment vous vous sentez ? Fatigué, j'imagine, mais physiquement et puis moralement. Qu'est-ce qui vous fait tenir ce combat ? C'est le 23e jour. Je reconnais que c'est difficile. Et par moments, j'ai des vertiges, des difficultés d'élocution, de mémorisation, mon mémoire, la concentration parce que j'essaie de lire. Mais ce qui me décide d'aller jusqu'au bout, c'est en même temps la justesse. J'estime que je suis en droit de revendiquer ma place. Et en même temps, c'est l'énergie intérieure de la vie. C'est un appel de la vie. C'est un appel positif. Je suis pas suicidaire. Je suis un type positif. Et j'aimerais que je sois enfin écouté par les décideurs. Et vous comptez arrêter cette grève de faim à quel moment ? Là, j'irai jusqu'à la limite la limite physique. Je sais pas quand est-ce que mon physique me lâche. Pour l'instant, je résiste. Et rien que d'en parler, ça me donne un peu d'élan. Vous parliez de comparaison tout à l'heure en off. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu ce que vous pensez du coup sur... Oui, actuellement, tout à l'heure on a parlé que les jeunes générations n'arrivent pas à surmonter leur résignation. Moi, j'ai l'exemple parfait de Podemos et de Syriza. Syriza, en Grèce, le peuple grec, il a refusé l'extrémisme, c'est-à-dire le fascisme. Et en même temps, il a bien pointé qu'il y a un espoir. En s'organisant, les jeunes générations peuvent accéder à une dignité. Ce combat de dignité, ça existe actuellement en Grèce, à travers Syriza et à travers Podemos en Espagne. Et j'espère qu'il y aura d'autres pays qui vont suivre. Et j'espère que la jeune génération s'organise pour dire non au diktat du capital. Le capital qui les exclut, mais sans réaction massive de leur part, le déterminisme
capitalistique devient une loi d'Iran. D'accord, donc là vous nous donnez un espoir aux générations futures en leur disant allez-y, il y en a qui l'ont fait, vous pouvez aussi arriver à ce que vous désirez arriver. Oui, bien sûr, il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils disent non au diktat, c'est-à-dire d'un déterminisme social et économique en disant on va se contenter de regarder les feux de l'amour et en même temps ou de fumer du shit ou de tout ça, il faut le chasser, il faut reprendre la lutte comme le peuple grec et comme le peuple espagnol à travers des organisations positives qui excluent le combat identitaire. L'étranger n'est pas l'ennemi. Et en même temps, le problème, il est exactement inscrit dans le système économique et social. C'est-à-dire à l'intérieur de chaque pays actuellement, à l'échelle internationale, c'est pas circonscrit au niveau de la France, c'est à l'échelle internationale qu'il y a un problème. Ce système inique, injuste, c'est-à-dire l'augmentation injustifiée des inégalités où quelques potentats locaux ou des manias accaparent la richesse mondiale et la majorité de la population mondiale crève sous la famine et sous l'exclusion de tout genre. Alors, pour dire non, le combat de dignité, c'est de s'organiser et en même temps de suivre peut-être l'exemple grec et l'exemple espagnol. C'est un combat d'espoir et non de haine. Super, merci. Merci.